nous était proposé. Donc nous avons autour de cette table ronde, juste à ma gauche, Nathalie Keller, qui est donc personnel de direction éducation nationale, coach à l'Académie de Paris. Elle a exercé en tant qu'enseignante de sciences économiques et sociales pendant une bonne décennie. Alors, elle nous expliquera un petit peu plus quel est son parcours à l'occasion de son témoignage. Mais elle a eu l'occasion de travailler à la fois donc, comme enseignante et maintenant de réfléchir sur les conditions de la formation et de l'accompagnement des enseignants. Bernard Stéphan, au bout, est directeur, hein, on n'a pas dit général, président, directeur des éditions de l'Atelier, donc une maison d'édition indépendante qui comporte 10 salariés, 1,3 million de chiffre d'affaires, avec au catalogue une trentaine de nouveautés chaque année, mais aussi en stock, hein, de l'ordre de 600 références en catalogue, une édition qui est membre d'une association internationale, l'Alliance des éditeurs indépendants. Donc, on est à peu près de la même génération, hein, issu du monde de la JOC, journaliste et éditeur depuis 1993, y compris dans cette grande maison, enfin dans cette maison importante, même si c'est une maison modeste peut-être en taille. Anne-Lise Ullmann, au centre. Alors au centre, parce que quelque part, c'est un peu notre experte du jour, ou en tout cas de la matinée. Anne-Lise est maître de conférence au CNAM. C'est une spécialiste des questions de pédagogie, de formation, d'enseignement. Elle travaille dans une équipe au centre qui s'appelle le CRTD, au CNAM. Elle continue de ses travaux en profondeur aux côtés de Guy Jobert. Elle a publié évidemment beaucoup de travaux, de recherches, notamment sous la forme d'articles. Alors, le travail est-il formateur ou pas? Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un travail potentiellement formateur? Alors Yves nous a déjà proposé quelques 3 points, hein, sur lesquels, cela ou d'autres, veux-tu nous aider à rebondir? À quelles conditions un travail est formateur? Le travail, il n'est pas en tant que tel formateur, hein. Je pense que je me reconnais tout à fait dans les propos des orateurs de ce matin. On peut d'ailleurs, Patrick Mayen à Grossup fait une petite expérience intéressante. Il demande à des ingénieurs comment rendre le travail non formateur. C'est intéressant parce qu'ils ont beaucoup d'idées sur la manière de le rendre non formateur, et on voit très bien que bien des situations professionnelles ne sont pas formatrices. Alors à mon avis, il y en a effectivement un certain nombre de points qui sont importants. La première, c'est qu'il faut quand même que le travail ait du sens. C'est-à-dire que si pour la personne, ce que l'on fait n'a pas de sens, il agit vraiment comme ça, il est agi par les exigences, il n'est pas auteur, comme disait tout à l'heure Lichtenberger, mais il est agi par, là, le travail n'est pas formateur. Le deuxième point, c'est que s'il faut qu'il ait du sens pour soi, il faut aussi qu'il ait du sens pour l'entreprise. Et là, je crois que c'est important, hein, de réfléchir sur, au regard des objectifs d'une direction, à quoi, finalement, le travail de chacun contribue. Ça, c'est important de savoir qu'on est contributif dans une organisation et qu'on n'est pas simplement contributif pour soi, pour se faire plaisir à soi. Et le troisième, c'est que ça soit aussi utile pour les autres, c'est-à-dire qu'on est dans une société de services de plus en plus développée, et que si on n'a pas le sentiment que ce que l'on fait correspond à une attente sociale des personnes à qui on s'adresse, très vite, le travail devient questionnant. On se demande, finalement, il y a beaucoup de gens qui vous disent je me demande, je le fais, mais à quoi ça sert? Et à ce moment-là, je ne suis pas bien sûre que le travail puisse être formateur au sens de développer une vraie réflexion, une pertinence, une analyse des choses. Au fond, pour que le travail soit formateur, il faut que le travail reste une énigme, c'est-à-dire que ça ne soit pas une évidence d'emblée, mais que ce soit quelque chose exigeant en intelligence, exigeant en mobilisation, exigeant en résultat. Autrement, je pense que le travail s'écoule sans intérêt pour personne. Il n'est pas formateur à ce moment-là. Merci pour ce premier dans les propos introductifs, aussi bien de Daniel que de Yves, on a vu que parmi les questions que pose ce déplacement, en quelque sorte, de la focale entre la formation
en salle, la formation à l'aide de formateurs dûment accrédités, porteurs de savoirs formels, codifiés, transférables, structurés, etc. Il y a aussi du côté des entreprises une compréhension de ce que cela doit transférer ou transmettre ou construire des compétences. Alors, le mot compétence, évidemment, et on est quelques-uns dans la salle à y avoir travaillé depuis un certain nombre d'années, ce terme de compétence a été structuré, a été construit, proposé, il est même instrumenté. Bernard, Stéphane, vous avez une expérience, vous avez raconté une histoire qui vous a touché autour de cette manipulation du concept de compétence. Est-ce que vous avez envie, merci d'y revenir pour nous aujourd'hui. Merci, je vais raconter effectivement cette histoire en 5 étapes, le plus rapidement possible, et en tirer, si possible, 5 leçons, mais vous m'arrêterez si je suis trop long. Donc ça commence, l'histoire de cette relation à la compétence commence par un échec. Et un échec qui est assez important, puisque une salariée de l'entreprise qui est responsable éditorial et qui assure la programmation éditoriale avec moi s'en va à la retraite après 15 années dans ce poste. Et de façon presque par réflexe, nous considérons, elle et moi, qu'il faut la remplacer poste par poste. Donc recruter quelqu'un qui ait exactement le même profil et qui la remplace. Tout se passe de cette façon. On travaille sur 10 mois pour ce recrutement. On voit plein de gens, il y a des critères, une fiche de poste, etc. Une personne est recrutée et nous sommes fort contents. Après avoir fait toute cette opération, contents de nous-mêmes. Et malheureusement, nous constatons que la personne qui obéit a priori à tous les critères a une lacune que nous n'avons pas discernée, c'est l'expérience du travail de réalisation des livres. Elle a le savoir, elle a beaucoup d'éléments qui nous permettent de penser que c'est la bonne personne, et en fait, à l'expérience. Et comme vous savez, le travail éditorial, c'est pas comme la presse c'est un sprint. Le travail éditorial, c'est un marathon. Donc, voir cette expérience en difficulté demande du temps, c'est-à-dire en gros 6 mois. Au bout de 6 mois, échec. Et très bêtement, je pense que c'est pas la bonne personne et qu'il faut continuer à chercher la perle rare. Comme c'est quand même compliqué et que cet échec est difficile à vivre, je m'en ouvre à la secrétaire générale de l'entreprise qui me dit écoute, et si on faisait autrement ? Et pourquoi ne pas en parler aux 2 éditrices qui sont dans l'équipe éditoriale, mais qui doivent aussi avoir leur avis. Donc, 2e étape, une remise en cause du principe qui consiste à dire qu'on remplace une salariée qui s'en va à la retraite par exactement au même poste, par une personne qui va occuper exactement le même poste. Et donc, la remise en cause est importante puisque les 2 salariés qui sont mes collaboratrices, à qui je parle, me disent, une salariée me dit « laisse-moi 48 heures, je vais réfléchir ». Et 48 heures après, elle me propose une autre organisation et qui a trait à la nouvelle, donc c'est la 3e étape, qui a trait en fait à la question de la compétence, c'est-à-dire qu'elle propose qu'au lieu d'avoir une direction, une responsabilité éditoriale de personnes qui ont chacune leur secteur, elle propose en fait que les deux éditrices deviennent responsables éditoriales, en fait assument la codirection avec moi de l'ensemble de la programmation éditoriale. Donc des personnes qui n'étaient pas dans ce poste, qui avaient a priori pas les compétences, proposent de monter en compétences et d'assurer cette programmation éditoriale avec moi et de le faire ensemble. Et 2e proposition, elle propose de renforcer le pôle assistance éditoriale, parce qu'évidemment, le temps qu'elles vont consacrer à la programmation, à la conception éditoriale, elles ne le consacreront plus à la réalisation, à l'assistance éditoriale, à la réalisation des livres. Et donc nous décidons d'embaucher 2 personnes, enfin une personne qui était stagiaire et qui était
ensuite avait fait un contrat de professionnalisation, de l'embaucher à contrat à durée indéterminée et d'embaucher une nouvelle personne. Donc au lieu d'être 4, nous sommes 5, et de telle façon à ce que le travail se déploie d'une autre façon, avec beaucoup de bénéfices, puisque au bout de plus de 6 mois, il y a une modification de la nature du travail. Elles disent elles-mêmes que le travail est plus riche, moins stressant, et qu'il y a aussi une dimension intergénérationnelle dans ce travail, puisque, bon, je ne suis pas très loin de la retraite, et qu'il y a que ces deux personnes, ont entre 30 et 35 ans, et qu'il y a là aussi dans la façon de faire les livres et la façon de percevoir, la façon de lire les manuscrits, des regards très complémentaires et très différents. Est-ce que j'ai encore le temps de... Oui, on peut avancer en plusieurs étapes. Oui, d'accord. Ce que tu nous dis d'abord, c'est qu'il n'est pas du tout évident, alors qu'on connaît bien le métier, qu'on a été à proximité de ces emplois, c'est pas du tout évident de transformer une situation réelle en un référentiel, en quelque chose de transférable. Ce que tu nous dis également, c'est que vous êtes passé au fond de l'organigramme à l'organibonhomme. C'est-à-dire que la réalité d'une organisation se construit autour des personnes au moins autant qu'à travers une idée a priori construite de ce qu'il convient de mettre en œuvre. Hein. Et que votre échec, c'est notamment, au fond, la transposition d'un référentiel dans un espace sans tenir compte de la vraie vie, des vrais gens, ou insuffisamment en tout cas. J'ai envie de me retourner vers Nathalie. Vous avez une expérience, alors qui est évidemment au carré pour nous, hein, puisque vous enseignez. Donc vous êtes à la fois dans l'expérience, vous avez enseigné, vous êtes dans l'expérience de ce transfert de savoir, et en même temps, il a bien fallu apprendre à enseigner. Et j'ai envie de dire, alors comment y compris dans ce que vous avez entendu, et appuyé sur votre parcours, comment vous entendez à la fois, comment vous reconstruisez ou comment vous reconsidérez la manière dont vous-même vous avez appris à enseigner et dont vous êtes amené aujourd'hui à participer à l'apprentissage des autres s'agissant d'enseigner, s'agissant qu'au bout du bout, il faut apprendre à enseigner à d'autres qui permettent d'enseigner à d'autres. Enfin, voilà, on est d'accord. On vous écoute. Aujourd'hui, c'est plus en tant que personnel de direction d'un établissement scolaire, donc d'un collège, que je me positionne, et aussi en tant qu'intervenante à l'ESP, qui est l'ancien IUFM. Et donc, effectivement, la prise de recul est encore plus significative. Et il me semblait que ce qui était intéressant pour notre problématique du jour sur le travail formateur, c'était une compétence très singulière à acquérir pour les enseignants, à savoir la gestion de classe. Elle est effectivement emblématique à plus d'un titre, parce que là, on est justement dans quelque chose de très personnel. On ne peut pas... cette gestion de classe, elle est vraiment liée à ce que l'on est avant d'avoir une compétence complètement transférable, comme vous le disiez là à l'instant. Donc, quel est le dispositif qui est mis en place pour les enseignants? Alors, je me cible plus sur justement les enseignants stagiaires, puisque c'est là où effectivement tout est conçu pour que le travail soit formateur a priori. Pourquoi le travail? Parce que les stagiaires, une fois qu'ils ont eu le concours, ils ont une année de titularisation pendant laquelle ils sont en action. C'est-à-dire que la formation n'est pas hors sol, elle est bien inscrite dans l'activité professionnelle qui est à mi-temps, et l'autre mi-temps est consacré à la formation, donc justement à l'ESP. Donc, comment ce dispositif s'articule pour aider l'enseignant dans cette gestion de classe qui est vraiment, je le redis, une compétence difficile, puisque dans les enquêtes, on constate que c'est au bout de 5 à 6 ans d'expérience que l'on peut parvenir véritablement à organiser un travail propice à l'apprentissage des élèves. Donc, comment faire pour, réduire ces 5 à 6 années pour que l'enseignant soit plus à même de mieux gérer sa classe? Voilà, il n'y a pas de recette universelle pour pouvoir enseigner.
on va pouvoir dire, vous le disiez tout à l'heure, que dans le dispositif de formation, on va pouvoir transmettre qu'il s'agit de gestion de classe, qu'il s'agit de gestion de l'espace, de gestion du temps, de tenue vestimentaire, de poser la voix, le cordes, ou voilà. On va pouvoir transmettre tout ça. Ça ne va évidemment pas suffire à l'enseignant sur le terrain à exercer cette compétence. Ça, c'est vraiment significatif. Et donc, je me retrouvais pleinement dans ce que vous disiez tout à l'heure, là, cette aporie entre le savoir théorique et la réalité du terrain, comment on se l'approprie en classe. Donc, qu'est-ce qui est fait pour éviter ce caractère un petit peu prescriptif du savoir académique? On aide les enseignants avec du tutorat. Donc, il y a 2 tuteurs pour accompagner ces enseignants cette première année de stage. Un tuteur terrain, c'est-à-dire que c'est un enseignant aguerri qui est dans l'établissement où l'enseignant fait son stage, et un autre tuteur qui est à l'ESP. Donc, le tuteur terrain, d'après les paroles des stagiaires, est un véritable atout parce que justement, il est en prise avec la réalité actuelle. Effectivement, les élèves changent très très vite et parfois les savoirs enseignés sont en décalage avec le profil des élèves auxquels les enseignants enseignent. Donc là, au moins, ils se sentent vraiment reconnus dans le vécu, les difficultés qu'ils ont avec tel et tel élève qui ne correspond pas au format de celui qu'on lui présente à l'ESP. Et puis l'autre tuteur qui est le tuteur donc à l'ESP qui, lui, va aider l'enseignant dans cette pratique réflexive. Vous parliez tout à l'heure de mise en mots, d'analyse. Effectivement, à l'ESP, vous allez avoir des dispositifs qui s'appellent par exemple « Mieux se connaître, mieux connaître l'autre pour mieux communiquer et gérer sa classe ». Donc on est effectivement là dans la pratique réflexive, mais on fait ça en groupe. Et donc, parfois, effectivement, ce n'est pas tout à fait facile de se livrer pleinement dans le cadre d'une analyse de pratique en groupe. Et là, peut-être que je laisse du suspense pour la réponse que nous pouvons essayer de construire face à ce dispositif, du coup, qui est pas suffisant. D'un côté, voilà, l'ESP, s'il n'y a pas une mise en action dans la formation, le savoir reste académique et n'est pas approprié par l'enseignant. Le tuteur terrain, qui est plutôt dans une logique de mentor, en fait. Mais parfois, le couple ne matche pas. Par exemple, dans mon établissement l'année dernière, nous avions une jeune stagiaire très timide, très dans le retrait, avec un tuteur qui avait 55 ans, qui était très autoritaire. Donc forcément, la stagiaire n'arrivait pas à être dans la modélisation. Voilà, le dispositif là n'est pas idéal parce qu'avant tout, là je suis tout à fait d'accord avec Jaurès, on n'enseigne pas forcément ce que l'on sait ou ce que l'on veut transmettre, mais avant tout ce que l'on est. Ça, c'est vraiment c'est vérifié systématiquement. Donc voilà, comment peut-être trouver d'autres solutions? Et peut-être que je vous redonne la parole. Merci. Alors, un certain nombre de mots-clés. Vous avez proposé effectivement, au fond, ce qui est la réponse de la pratique que vous connaissez. Pratique réflexive, travail en groupe, mentoring, tutorat, et y compris l'intérêt évidemment pour la personne, au-delà, je dirais même, des activités. En même temps, la question qui est bien posée aujourd'hui, alors, mais ça vaut bien sûr pour le système scolaire, et c'est la question de
comment, dans l'activité professionnelle elle-même, continuer, y compris au-delà de la formation initiale et de la mise en selle. On est capable de construire des conditions, on est capable de maîtriser des environnements, on est capable de peut-être repenser le travail pour que ce travail soit effectivement l'occasion d'une formation au-delà d'un dispositif structurel formel. Moi, j'ai envie de me tourner un instant vers Anne-Lise. Alors, tout ça a été complètement préparé, mais alors évidemment, sans te mettre en difficulté, mais voilà, on a connu la loi de 71, on a connu un grand moment de la montée en puissance de la formation en France. On a des organismes importants représentés dans la salle, des experts. On a le CESI, on a l'AFPA, on a l'Éducation nationale, les Greta. On a toute une histoire. Pourquoi on arrive aujourd'hui, 2015, à cette idée qu'il faut en finir avec tout ça, ou en tout cas il faut dépasser tout ça. On n'a pas dit finir, mais il faut très évidemment dépasser tout ça. Obligations légales, déductibilité, le budget, les diplômes, qualifications. Qu'est-ce qui fait, d'après le point de vue que tu as au CNAM, illustre espace de formation continue, qu'est-ce qui fait que ça vient aujourd'hui ? Pourquoi ça ne fonctionne plus, ce qu'on savait faire précédemment ? Alors, je ne suis pas sûre que ça ne fonctionne plus complètement quand même. Je pense qu'il faut être mesuré dans ce qu'on dit autour de ça. Après, qu'est-ce qui fait que ça change aujourd'hui ? Je pense que c'est que le travail change. Donc je pense que ça, c'est un point quand même central. C'est-à-dire que pendant très longtemps, vous l'avez dit ce matin différemment, mais vous le dites aussi là dans vos deux expériences, on centre la formation simplement sur des questions de savoir et de connaissances, qui sont importants. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de dire les savoirs, on s'en moque, ou de faire réinventer des choses. Parce que de temps en temps, on voit des choses en formation qui sont étonnantes, où on fait réinventer aux personnes ce qui est évident. Donc ce n'est pas non plus très intéressant de faire ça. Alors, après, je pense qu'il y a une difficulté à analyser sa propre activité. Et je pense que l'analyse du travail, elle est aujourd'hui un levier important pour essayer de comprendre comment combiner dans l'action à la fois ce qui relève de la personne, ce que vous dites, l'engagement, l'investissement subjectif, qu'on pourrait dire, en même temps ce qui est exigé par les situations professionnelles, ce que vous avez souligné en disant il y a des exigences de contraintes, de temps, etc., et du savoir. Il y a une sorte de précipité, d'hybridation d'un certain nombre d'éléments de ces trois choses qu'il faut savoir analyser. Il faut essayer de trouver ce qu'on pourrait identifier, ce que la didactique professionnelle permet d'identifier, un certain nombre d'invariants, un certain nombre de manières de procéder qui fait que c'est une aide, mais que cette aide, elle n'est pas un protocole applicatif, elle est une ressource pour agir. Et ça, je crois que c'est très important qu'on change de modèle, c'est-à-dire que la formation n'est pas un système applicatif, c'est bien le gros problème de l'alternance, où les jeunes en apprentissage, ils reviennent en disant c'est pas ce qu'on m'a appris. Bah oui, c'est normal d'ailleurs, sauf que ce qu'on ne leur fait pas faire, c'est le retour, c'est-à-dire en quoi ce qu'on t'a appris peut être ressource et ne l'est pas, et en quoi ce qui ne l'est pas dans les situations découvre des savoirs que l'on ne t'a pas appris mais qu'il faudrait révéler. C'est-à-dire que cette espèce de tension entre l'action et le savoir, elle n'est pas toujours travaillée, elle supposerait d'être mieux travaillée, mais pour ça, ça suppose quand même d'aller regarder les situations professionnelles. Ce que nous dit Madame sur la question de l'enseignement, c'est intéressant. L'enseignement, pendant très longtemps, on a pensé que c'était simplement dire du savoir aux jeunes. Et elle dit la gestion de classe. Alors bon, on peut imaginer la gestion de classe, on peut imaginer des tas d'autres forces. Moi, pour avoir travaillé avec des tuteurs, et alors, c'est intéressant parce que même des gens expérimentés disent qu'ils ne savent pas faire. Alors, c'est pas qu'ils ne savent pas faire, c'est qu'ils ont des doutes et qu'ils ont besoin de débattre avec des pairs sur, au fond, comment s'y prend-on pour faire. Alors, je vous donne un exemple. Moi, j'ai été sidérée dans un grand établissement scolaire d'avoir des enseignants qui vous disent chaque fois qu'on a un paquet de copies, on est bien embêté pour le noter. Parce que c'est pas évident, qu'est-ce qu'on prend en compte, uniquement ce que les élèves ont fait, qu'est-ce qu'on prend en compte, leur progression, qu'est-ce qu'on prend en compte, leur comportement qu'on connaît par ailleurs, etc. Et que ces dimensions-là existent toujours et qu'il faut les travailler collectivement
et qu'il faut en dégager un certain nombre d'apprentissages. C'est-à-dire que si la formation devient simplement de la discussion, ce n'est pas non plus de la formation. C'est-à-dire que c'est là un gros problème, c'est-à-dire qu'il faut savoir analyser le travail, mais il faut savoir en extraire aussi des éléments pour l'action. Et donc il y a une dimension de montée en généralité pour effectivement ne pas rester collé à la situation. Un travail qui a tellement changé qu'on a besoin de compétences, j'allais dire, pour l'analyser, de savoir-faire pour l'analyser et en faire une expérience formatrice. Bernard Stéphan, de votre côté, comment vous avez compris, j'allais dire, dans un deuxième temps, votre difficulté de recrutement? Au fond, qu'est-ce que vous retenez de la notion de compétence et de l'importance de l'exercice du travail là-dedans? Je voudrais rebondir quand même sur ce qui vient d'être dit, parce que je pense que c'est bien qu'on interagisse aussi dans cette table ronde. Je me retrouve tout à fait dans ce que vient de dire Anne-Lise Ullmann. Ce qui a changé, c'est le travail, c'est-à-dire la dimension notamment informationnelle et relationnelle du travail. Mais il y a un danger, un risque, c'est que les logiques de flux emportent le travail, c'est-à-dire emportent les métiers et empêchent de déployer, empêchent leur déploiement. Et il y a tout un travail à faire pour, en fait, se redire, par exemple, pour ce qui concerne notre métier, c'est-à-dire faire des livres, qu'est-ce qui s'est passé, comment il y a eu des ajustements successifs avec l'auteur et à l'intérieur et dans l'équipe éditoriale pour arriver à produire le manuscrit. Le risque existe que la logique de flux, c'est-à-dire la logique de la quantité qui l'emporte sur celle de la qualité, empêche de ne serait-ce que se raconter les ajustements qui se sont faits. Et pour moi, il y a nécessité non seulement de raconter l'ajustement, les ajustements des unes et des autres, des uns et des autres, mais aussi de ne pas zapper cette étape-là de telle façon à ce qu'on puisse mettre en valeur, pour moi, le côté, la dispute sur le contenu même du travail. C'est-à-dire que, là je vais parler très concrètement, nous ne lisons jamais, personne ne lit jamais de la même façon un manuscrit. Nous n'avons jamais le même œil. Et cette dispute sur le contenu, sur qui est le lecteur, sur quelle est la structure adéquate, bien sûr dispute avec l'auteur, parce qu'on n'oublie pas l'auteur, elle est essentielle pour, encore une fois, redéployer le travail et lui donner toute son épaisseur. Parce que le risque quand même des logiques de flux, et j'en discute beaucoup avec des auteurs et beaucoup de gens à l'extérieur même de l'entreprise, c'est que les logiques de flux, de reporting, et qui réduisent le travail à sa dimension chiffrée, peuvent rétrécir le travail. Et donc, de ce fait aussi, rétrécir les compétences, y compris celles qui sont déployées mais qui ne sont pas révélées. Alors, je n'ai pas répondu, excusez-moi, à votre question, mais dernier élément par rapport à la question que vous posiez, c'est que je pense qu'on sort d'une logique dont on parlait tout à l'heure, de deux logiques. Une logique verticale où, pour ce qui concerne mon métier, nous programmions les ouvrages. Il y avait des gens pour exécuter, en quelque sorte, réaliser les ouvrages, une logique verticale. On sort de ça pour entrer dans une logique beaucoup plus horizontale. Et d'autre part, on entre dans une logique beaucoup plus relationnelle où, en fait, le livre, la matière du livre, parce que le texte, c'est de la matière est modelée par l'auteur en premier chef, mais aussi par l'accompagnement de diverses personnes à différentes étapes de la vie du manuscrit avant qu'il soit édité. Et ce modelage-là est le fruit d'ajustements, de disputes et, à mon sens, et ça c'est aussi important de le dire pour le manager, suppose qu'il se mette en situation d'ouverture à la critique d'autres personnes que lui-même sur le jugement qu'il porte sur le manuscrit. Et ça demande un travail en soi aussi, de laisser ouvert, de laisser la parole de l'autre modifier son propre jugement.
Alors Bernard, je rebondis. Ça veut dire qu'il faut être d'accord sur ce qu'on fait ensemble? Oui, bien sûr, mais... Et ça introduit la question du collectif. Et ça me permet de préparer Nathalie à la même question. C'est quoi un collectif de travail et c'est quoi une performance collective dans le métier de l'enseignant? C'est pour ne pas vous prendre à froid. Oui. Alors, être d'accord sur ce qu'on fait ensemble, c'est évidemment, je vais parler de mon expérience, je ne vais pas généraliser, le choix que nous avons fait il y a 5 ans désormais, c'est pour sortir de la logique de flux. Il faut savoir que dans l'édition, en 25 ans, on produit 3 fois plus d'ouvrages avec pratiquement le même nombre de salariés. Alors, il y a le numérique, il y a de la technologie qui a permis des gains de productivité, mais en fait, le résultat, c'est qu'on passe de moins en moins de temps à faire les livres. Et nous sommes dit, si nous sommes dans cette logique de flux et de quantité, nous serons emportés. Nous sommes un éditeur indépendant et il faut qu'on déploie notre métier. Donc notre objectif, c'est la qualité, c'est-à-dire essayer d'accompagner le livre dans toutes ses dimensions, de sa conception jusqu'à son arrivée et sa lecture par le public. Et en fait, l'objectif pour nous, ça a été de réduire la production d'un tiers, de passer donc de 45 livres à 30. Et l'objectif, c'était de faire des livres qui ont du sens, mais de les faire en prenant le plus en plus attention à leur réalisation. Voilà. Et donc on est dans une logique, pour résumer par rapport au numérique, parce que je crois que c'est un gros enjeu, c'est que est-ce qu'on est dans une logique de flux et de chiffres, ou est-ce qu'on est dans une logique qui valorise la qualité et qui donc est une logique d'attention, non pas de captation de l'attention, mais d'attention au sens de l'attentionner. Voilà. Être attentif et être dans une relation qui permet le déploiement du savoir-faire de l'auteur et sa capacité à créer des liens avec le lecteur par le truchement du livre, qu'il soit numérique ou papier. D'accord. Tu nous parles y compris de la coopération nécessaire avec le partenaire, hein. Mais il y a aussi cette dimension collective au sein de l'entreprise. Mais tu pourras peut-être y revenir tout à l'heure. Nathalie, cette dimension là on parle de compétences, on parle de savoir. Au bout du bout, il y a une production à sortir et personne n'a la prétention de la sortir tout seul. Quel est le rapport entre l'individuel et le collectif là-dedans? Voilà. Évidemment qu'il y a une productivité collective dans un établissement scolaire, c'est indéniable. Ça peut aussi se faire de manière complètement informelle, en salle des professeurs. Voilà, les enseignants stagiaires vont pouvoir aussi, par mimétisme, par échange, beaucoup apprendre. Mais moi, je suis plus convaincue que véritablement pour que les savoirs soient appropriés par l'enseignant sur cette gestion de classe, il s'agit avant tout de répondre à son besoin individuel. C'est-à-dire que pour l'enseignant stagiaire, se confier dans le cadre d'une analyse de pratique en groupe, avec des personnes qu'il ne connaît pas forcément, c'est pas forcément facile. Et un dispositif plus individualisé va pouvoir lui permettre d'être vraiment dans une confiance. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, cette compétence de gestion de classe a véritablement à voir avec l'identité, avec son rapport à l'autorité, avec ses désirs de pouvoir, de séduction, ses craintes, ses peurs. Et pour pouvoir exposer tout ça, le dispositif, moi, que j'ai vu le plus efficace, c'est donc celui d'un accompagnement personnalisé, professionnel, en l'occurrence avec un terme qui parfois suscite des crispations, qui est le coaching. Si on regarde l'historique de la constitution du groupe des coachs de l'Académie de Paris, c'était pour les tuteurs, qui étaient des tuteurs des personnels de direction stagiaires. Ils ont été formés
dans une logique de coaching, justement pour accompagner au mieux ces personnels de direction. Sortir d'une simple logique de tutorat, mais rentrer dans un tutorat coaching. Pourquoi ? Parce que là, effectivement, moi je suis vraiment convaincue qu'on peut se livrer dans ce cadre-là. Or, l'enseignant dans sa gestion de classe, il s'y joue des choses qui ont rapport avec lui et avec ses besoins intimes. Par exemple, moi, ce que j'essaie aussi d'apporter parfois aux stagiaires pour cette prise de recul, là, c'est de comprendre ce modèle qu'on utilise beaucoup dans le coaching, à savoir le discours intérieur, les émotions, la tête, le cœur, et les actions. Par exemple, un enseignant qui est en train de se tenir le discours, ils vont me bouffer là. Là, je passe à l'attaque là. Au fond, qu'est-ce qui est là ? Ben, c'est de la colère qui est là. Quelle action il va mener face à cette situation ? Exclusion de l'élève. Voilà. Et de comprendre ça, de comprendre que ce qui se joue derrière cette situation, c'est le besoin d'être respecté. Lorsqu'on a cette compréhension, cet insight en quelque sorte, je peux vous assurer. Et donc là, évidemment, c'est plus qu'intime. Hein, on est d'accord sur cette situation. Évoquer ça en grand groupe, ça peut être plus compliqué. Mais là c'est une vérité qui libère à ce moment-là. Parce qu'on a ce qui nous permet de comprendre pourquoi quand on est dans le mimétisme avec notre tuteur, ça ne marche pas. Pourquoi quand j'essaie d'appliquer exactement, il m'a dit il fallait que je me déplace dans la classe comme ça, etc. Ben, ça ne marche pas non plus. Parce qu'il y a ce besoin qui est en jeu. Il y en a d'autres de besoins qui sont en jeu, qui sont très importants dans cette gestion de classe. Par exemple, le besoin d'être aimé. Donc forcément, celui-là, il va se traduire par des enseignants qui vont être beaucoup plus à l'écoute, dans le soutien, qui vont avoir un discours intérieur complètement différent, mais avec tout ce que je fais pour eux, pourquoi ils ne m'écoutent pas ? Voilà. Et si on arrive à aider l'enseignant à décoder son discours intérieur, à identifier ses émotions et les actions qui suivent, il est fort probable qu'il va pouvoir monter en compétence, et bien plus rapidement, effectivement. Et ça, forcément, voilà, c'est dans une relation peut-être plus duelle. Un autre élément qui permet cette pratique réflexive-là, qui permet ce recul, quelque chose qui est tout simple, de dire à un enseignant, voilà, on va jouer au sosie. Si vous deviez être remplacé là demain par un sosie, quel conseil lui donneriez-vous pour qu'on ne s'aperçoive pas de la substitution ? Oui, hein, déjà, quand on entend ça, là, ah oui, alors je dirais ça et ça. Ouh. Et là, hop, la prise de recul est aussi importante. Hein, c'est cette distance-là qu'on va mettre sur sa pratique qui va vraiment nous permettre d'intégrer les savoirs théoriques, les savoirs académiques. Sans une remise en cause, là, enfin, pas une remise en cause, mais sans vraiment mieux se connaître, ça me paraît difficile d'acquérir cette gestion de classe. C'est ça qui permet de développer une autre des compétences qui est attendue chez les enseignants. Hein. Toutes ces compétences, s'ils ne les valident pas, ils ne peuvent pas être titularisés. Et ça c'est essentiel, s'engager dans une démarche d'analyse professionnelle. Ça fait partie des compétences que les enseignants doivent acquérir aujourd'hui. Donc, cheminement continu. On y est. Donner l'autonomie à la personne de pouvoir lui-même avoir les compétences pour que son travail devienne formateur. Merci. Je suis très frappé de l'analogie, voire de la presque mimétisme que j'entends de la part effectivement du monde de l'éducation nationale avec ce qu'on connaît dans l'entreprise depuis une vingtaine d'années, quoi, hein, sur la maîtrise des émotions. Alors on va manager les élèves comme on manage aussi des collaborateurs. Je n'ai vraiment pas utilisé ce terme. Y compris le terme de coaching. Alors, avant la pause, puisque nos organisateurs ont prévu une pause au milieu du débat, avant la pause, donc vous, comme on dit à la télévision, ne quittez pas après les pubs, donc vous revenez, on se retrouvera pour la deuxième partie de la table ronde, même un peu plus courte, puisqu'on doit récupérer un peu de temps. Anne-Lise, en guise de teasing pour la suite, le travail a changé.
il est moins prescrit. Il est très engageant subjectivement, hein, nous disait Nathalie, c'est la maîtrise des émotions aussi qu'il est en question d'apprendre à gérer. Mais la dimension, je dirais, si on se réunit dans une entreprise, c'est quand même pour travailler à plusieurs, quoi. Et si, pas seulement parce qu'on a besoin d'un immeuble ou de règles, comment cette formation se construit dans le jeu entre moi, les autres, les clients, les chefs, les pairs? Compliqué comme question avant la pause. Non, mais on peut dire, si je réagis à ce qui a été dit, la dimension individuelle, elle est sans doute très importante, mais je ne sais pas si en formation on peut travailler là-dessus, parce que je pense qu'il y a une dimension organisationnelle qui est très importante, c'est-à-dire que notamment, quand un enseignant agit d'une manière et un autre agirait d'une autre manière, parce que finalement on est différent, ça crée aussi un certain nombre de perturbations, de non-compréhension, de non-lisibilité des choses. Et donc il y a quelque chose à trouver, vraisemblablement un équilibre, à trouver entre ce que l'organisation du travail collectivement met en place et sur lesquels on se met d'accord collectivement pour agir d'une certaine manière, et puis sur ce que chacun peut faire soi-même. Donc je ne sais pas si on peut avoir une vision complètement patrimoniale de la compétence, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui relève quand même de l'ajustement collectif, et que cet ajustement collectif du travail suppose un travail alors de coopération et de coordination sur lequel on met en place des règles. C'est pour ça que la déprescription totale, c'est pas possible non plus. C'est-à-dire, on met en place des modes d'ajustement, des modes de régulation. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que ça signifie que travailler, c'est pas simplement produire l'action, c'est aussi réfléchir sur l'action que l'on a produite. Et ça, je crois que c'est deux temps qui sont complètement indissociables. Tant qu'on considérera que le travail, ça n'est que produire et pas aussi réfléchir sur ce que l'on a produit, ces moments de coopération et d'ajustement, on ne les fera pas parce qu'on les considérera toujours comme secondaires par rapport au travail. Or, de mon point de vue, ils sont absolument essentiels. C'est le deuxième pôle. C'est-à-dire que s'il y a une action de formation, elle doit avoir deux temps, à mon avis. Ça, c'est deux temps centraux. C'est l'action, il faut faire, c'est-à-dire, je pense, je suis tout à fait d'accord, on ne va pas raconter à un enseignant ce qu'il va vivre avant, il faut qu'il vive la situation, mais aussi, il faut qu'il puisse analyser ce qu'il a vécu pour en tirer un certain nombre de connaissances, de savoirs, et éventuellement aussi un certain nombre de manières d'agir pour lui-même. C'est-à-dire que si le travail n'est pas considéré comme à la fois faire et analyser le faire, je pense que la question du développement de la compétence à la fois individuelle mais également collective sera tronquée. Ce qui veut clairement dire qu'il faut comprendre dans les entreprises, faire comprendre dans les entreprises, que les managers admettent cette idée que quand on travaille, on ne fait pas que de la production. Oui, parce que pour produire, il faut penser la production. Et ça, c'est absolument central. Et c'est en ça que le travail a changé au sens de sa capacité à être performant, à produire de la valeur. On attaque avec la vidéo de Caroline O et on reprend pour un tout petit quart d'heure d'échange. L'occasion d'une passe pour chacun d'entre vous. Donc le parcours de VAE, en fait, c'est 2 livrets qu'on doit fournir et un entretien avec un jury. Livret 1, c'est la demande de VAE. Donc on y inscrit le diplôme choisi et on détaille exactement notre parcours professionnel, que ce soit les activités, les tâches qu'on a pu avoir. Et on présente ce livret 1 pour valider en fait la demande. Le deuxième livret, en fait, c'est une fois que j'ai eu un entretien avec un membre du jury de VAE. On doit choisir 4 activités qui puissent décrire en fait mon activité professionnelle et en même temps être en relation avec le diplôme que j'ai choisi de valider. Mon expérience en fait a fait que j'ai plus eu d'heures en groupe, donc on était 10, dizaines, une douzaine.
Et le conseiller de validation n'a pas le temps de se pencher sur chaque cas, en fait. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup d'investissement personnel, c'est beaucoup de temps, quoi. Je pense qu'il faut plus d'heures d'accompagnement individuel. Livret 2, j'ai dû en fait mettre beaucoup de preuves de mon expérience professionnelle. On a le choix de passer ou non devant un jury pour soutenir, entre guillemets, notre livret 2 pour valider le diplôme. Donc c'est dans le jury, c'est pas un oral d'examen, c'est vraiment, je l'ai ressenti comme un échange entre professionnels et enseignants. Quand je dis professionnel, je me mets aussi dedans, parce qu'on a au minimum 3 ans d'expérience. On est dans une validation d'acquis par expérience, mais on doit aussi prouver entre guillemets, des savoirs théoriques. Que ce soit sur l'économie, le droit, le français bien sûr. Il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Donc on ne sait pas vraiment se positionner pour pouvoir leur prouver par rapport à travers nos activités et à travers nos tâches qu'on a pu exercer pendant notre expérience professionnelle. Et le jury aussi est composé d'enseignants. Et je sens qu'il y a quand même un décalage entre l'enseignement théorique et la pratique. Il y a plein de choses qu'on apprend à l'école, enfin en tout cas en cursus scolaire, et qu'on n'applique pas du tout. C'est une décortication en fait de ton parcours professionnel. Merci pour cette vidéo. On voit bien en quoi elle était bien sûr aussi une transition entre le discours de Daniel et puis les questions un petit peu plus en profondeur, structurées sur des témoignages, le point où nous sommes aujourd'hui. Donc je vous propose de peut-être pas revenir sur la question de la VAE et de ce compromis à réaliser entre la notion de qualification qu'évoquait Yves Lichtenberger ce matin, la question du diplôme sur laquelle Daniel est revenu et la question de l'acquisition expérientielle de compétences. On se donne un dernier tour avec chacun de nos intervenants en posant peut-être une première question, enfin une question nouvelle à Bernard Stéphan. Dans la question de la compétence, on a souligné l'adéquation entre la personne et le job et la personne. C'est-à-dire que c'est pas forcément la personne qui doit rentrer dans un job, mais c'est aussi le job qui s'adapte à la personne, si on peut dire. Et en même temps, dans cette notion de compétence, au-delà de la technique, vous évoquiez des termes qui sont de l'ordre du projet ou qui sont de l'ordre aussi de la vision de l'entreprise, quand on avait discuté. Quelle est la part, je dirais, dans le travail et dans l'acquisition de savoir, dans l'acquisition de compétences, de cette dimension qui est le sens qu'évoquait aussi au départ Anne-Lise tout à l'heure? C'est une dimension relativement importante parce que Anne-Lise parlait tout à l'heure qu'il faut que le travail ait du sens. Bon, nous, on fait des livres. Bon, on est évidemment dans la question du sens. La matière du livre elle-même, normalement, porte du sens. Mais ce qu'on fait très régulièrement parce qu'il ne suffit pas, à mon sens, aujourd'hui, d'afficher des objectifs et de dire est-ce que vous êtes d'accord avec vos objectifs ou est-ce que vous êtes d'accord avec la stratégie que j'ai exposée sommairement tout à l'heure, à savoir faire moins de livres, les faire avec plus de qualité et bon, accessoirement, et c'est aussi important, on fait plus de chiffre d'affaires aujourd'hui avec 30 livres qu'avec 45 livres par an. Mais ça ne suffit pas. Parce que être d'accord avec un objectif ou être d'accord avec un sens qui est certes partagé, avec une stratégie qui a fait l'objet de débats, avec le conseil d'administration et les salariés, encore une fois, ne suffit pas. Ce qui me paraît le plus important, donc on fait ça pas assez, mais on le fait, on fait des séminaires d'une journée où on essaye de vérifier, enfin de voir qu'est-ce qui s'est joué dans ce qu'on a fait sous 2 registres. Ce qui a été pas assez bien fait ou mal fait, et en même temps ce qu'on a réussi. Et on évalue ensemble ce qu'on a réussi et ce dont on n'est pas satisfait. Et donc, le 3e temps qu'on a fait, ça date de 3 semaines, on a dit qu'est-ce qu'on a appris qu'on ne savait pas faire il y a 3 ans. Et on a essayé de mettre ça en commun et d'en dégager un projet évolutif. C'est-à-dire qu'on a après construit en disant, voilà, sur les 4-5 prochaines années, qu'est-ce que pourraient devenir les éditions de l'atelier. Et donc on s'est dit,
voilà ce que pourraient devenir les éditions de l'atelier à partir de ce qu'on a appris à faire et aussi ce sur quoi on a échoué ou on a mal fait. Et on s'est dit, ça, on va le faire évoluer. C'est-à-dire que ce projet-là n'est pas gravé dans le marbre. Il fera l'objet, dans les réunions de travail qu'on a tous les 15 jours, on va revoir quel ajustement on va pouvoir faire en fonction de l'expérience de travail. Et je rejoins tout à fait ce que disait Anne-Lise tout à l'heure. La grande question, à mon sens, pour arriver à faire ça, c'est le temps. C'est se donner le temps. Le temps de la réflexion. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur séparation théorie et pratique, moi je pense qu'il est absolument nécessaire. Il ne faut pas tirer de ce constat la conclusion que la théorie ne serait pas nécessaire. Je pense qu'il faut théoriser peu à peu la pratique. Il faut la théoriser et pratiquer, faire des bons successifs, c'est-à-dire partir de l'expérience, l'analyser, la théoriser. C'est absolument nécessaire. Si on ne se donne pas ce temps, on reste encore une fois prisonnier du flux et l'expérience en elle-même ne dit rien si elle n'est pas réfléchie et si elle n'est pas partagée. Et si je peux me permettre un petit questionnement, c'est en quoi il doit y avoir à la fois un management très individualisé, mais en quoi aussi le collectif peut relativiser l'individualisation qui peut devenir enfermante si le collectif n'est pas dans une logique de partage et d'intelligence collective. Enfin, voilà. Bon, mais... Nathalie a noté la question. Nathalie a noté la question. Mais un dernier mot, peut-être, Bernard, parce que vous faites des bouquins, c'est pas un peu ringard, ça? Alors ça fait partie des grandes questions que nous avons. Hein. On a fait un colloque sur qu'est-ce que le numérique, qu'est-ce qu'on peut inventer, qu'est-ce que peut inventer l'éducation populaire à l'heure du numérique. D'abord, s'agissant de livres, pour nous, les livres, ils sont sous deux supports aujourd'hui, systématiquement, sous support numérique et sous support papier. Mais la grande question n'est pas simplement le support du livre, c'est les contenus et l'enrichissement, notamment des livres numériques. Et là-dessus, on est au tout début d'une réflexion qui est à poursuivre et qui est à développer. Mais j'insiste sur une dimension. Là aussi, on peut être dans une logique de flux, au sens où on voit défiler les savoirs sous des formes sur les écrans. Et j'emploie souvent cette expression. On peut surfer, et c'est très plaisant et c'est très nécessaire de surfer de façon horizontale sur les savoirs. Et notre logique, nous, c'est une logique qui consiste à prendre en compte le surf, donc à la fois tous les réseaux sociaux et la possibilité de relier tout ce qui est aujourd'hui réaction à l'événement, etc., et en même temps de proposer une appropriation, c'est-à-dire de proposer une plongée à l'intérieur du livre, que ce soit sous support numérique ou sous support papier, parce que c'est une dimension qui est absolument nécessaire, nous semble-t-il, et on travaille un peu avec des psychiatres, avec plein de gens, sur qu'est-ce que lire. Et lire sous le mode plongée, c'est en fait faire en sorte que le lecteur découvre ses propres savoirs. Voilà. Révèle en lisant et en apprenant les savoirs de l'auteur, qu'il révèle ses propres savoirs. Et tout notre travail aujourd'hui, c'est de provoquer des rencontres qui permettent aux lecteurs de partager leur savoir ayant lu le livre avec l'auteur qui l'a écrit. Et on fait aujourd'hui à peu près 150, 160 rencontres par an avec les auteurs et des lecteurs. Bon, si l'Éducation nationale n'y arrive pas, peut-être que les éditeurs nous permettront de le faire. Bravo, merci. Nathalie, Bernard posait la question. Vous êtes aussi co-directrice d'un collège. Là, vous avez une structure, des bâtiments, des hiérarchies, des budgets, des fonctionnements. Comment est-ce que dans cet espace institué, construit, vous comprenez la question posée. Comment faire du travail un moment formateur? Alors, vous avez insisté sur des conditions de l'individuel, de l'accompagnement individuel, mais alors comme directrice d'un collège...
insisté sur le point collectif. J'insiste sur le point individuel. Je dis quand même que l'enseignant qui aura la motivation, pour qui ça va faire sens, parce que c'est une période quand même très difficile cette première année, s'il a l'envie, il va aller vers le collectif. C'est-à-dire qu'il va être à la demande, il va aller dans l'échange avec l'autre, il va exprimer son besoin. Et ça, la clé pour que le travail devienne formateur, c'est que la personne ait envie que son travail devienne formateur et de se l'approprier. Donc, effectivement, après, à charge des personnels de direction de mettre à disposition d'autres conditions. Et là, je dirais que la condition clé, c'est bien sûr le projet d'établissement. Le projet d'établissement n'est peut-être pas si présent dans tous les établissements, pourtant c'est ce qui fait véritablement sens. Pourquoi ? Parce que l'enseignant va devoir s'approprier ses savoirs dans un contexte particulier. C'est-à-dire que la compétence gestion de classe qu'il aura apprise dans un établissement plutôt tranquille ne va pas du tout être la même dans un établissement où il va être en ZEP. Donc là, effectivement, si le projet d'établissement est déjà posé, il va aider l'enseignant à réadapter ses compétences au contexte. Et là, c'est effectivement le collectif qui va analyser la situation, qui va permettre à l'enseignant de se regarder marcher tout en marchant. Et puis on le fera ça, cette expression effectivement est bien utile, et on fera ça ensemble. Je crois que c'est vraiment le projet qui fera sens. Et peut-être l'autre condition collective, et là ça dépasse l'établissement, on est au niveau du système éducatif, c'est qu'aujourd'hui, là, vous savez que nous sommes en pleine refondation de l'école, donc le collège et les programmes du collège sont tous revisités autour désormais de l'apprentissage des compétences, et donc le socle commun des compétences et des connaissances que doit acquérir tout jeune en fin de scolarité obligatoire, désormais comporte un élément essentiel qui va permettre à l'adulte ultérieurement de développer cette compétence-là de développement professionnel, c'est apprendre à apprendre. Donc on est dans la métacognition, et effectivement, quand les enseignants vont pouvoir vraiment pleinement s'approprier ce nouveau socle, mais désormais c'est bien plus balisé parce que normalement c'est né il y a 10 ans, en 2005, mais là vraiment le travail est beaucoup plus structuré, donc ça va véritablement permettre aux jeunes de développer cette compétence. Et aussi, on parlait d'orientation tout à l'heure, nous avons désormais le parcours à venir qui encadre toute l'orientation de la 6e à la terminale. Et là aussi, nous allons donner les moyens à l'élève de construire son projet, d'être dans une démarche d'autonomie et d'initiative. Il y a le sens de l'engagement dans ce parcours à venir qui va être un élément clé. Je reviens sur cette motivation. Si je suis impliquée dans mon projet, je vais apprendre, je vais découvrir les ressources, je vais aller vers les ressources. Parce que c'est ça le coaching aussi, aller être en capacité d'aller chercher ses propres ressources pour pouvoir être plus pointu dans l'action. Donc là, on voit que le système est en train de penser aussi. Anne-Lise, peut-être pour conclure, toutes les bonnes choses ont une fin, deux petites questions, peut-être, avant d'arriver à nous aider à peut-être garder 2, 3, 4 points sur ce qui fait, selon toi, qu'un travail est de qualité et donc potentiellement formateur, puisqu'on a commencé en distinguant bien les choses, en rappelant que tout travail n'est pas en soi formateur et qu'il y a des conditions à réunir. Il y a quand même une question, c'est et la formation, alors, elle a encore une place, ou bien nos patrons peuvent effectivement, j'allais dire, se libérer de ces contraintes, de ces contingences et les mettre au grenier de l'histoire? Bon. Donc moi, j'aurais tendance à penser que... Donc, pour le dire un peu simplement, je reprendrai bien ce que vous avez dit, c'est-à-dire que je pense que la question de théoriser
et pas de théorie. C'est-à-dire de partir de la pratique pour aller vers ce qu'on pourrait appeler une montée en généralité qui est théorisée, c'est central et c'est central pour la formation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que se former, ça suffit simplement de faire, et que l'idée de se former en situation de travail, c'est génial parce qu'on va faire, et qu'en plus les employeurs n'auront plus à envoyer, entre guillemets, dans le modèle séparatiste des gens en formation. Donc je pense qu'il y a véritablement à se poser la question de qu'est-ce qui est à apprendre dans les situations professionnelles. Quand même, des fois, je suis frappée de voir, quand je regarde ce que me racontent les étudiants, quand je regarde ce que je vois dans les entreprises, qu'on met des gens en train de parler, et sous les retours de stage, que je regarde pas mal dans les trucs de petite enfance, et souvent je demande aux formateurs, mais ils ont appris quoi, là les gens, ils ont appris quoi? Ils reviennent de stage, ils ont parlé, c'était bien, c'était pas bien, la tutrice elle est méchante, la tutrice elle est super, ben, voilà. Et moi je demande aux formateurs, je dis, ils ont appris quoi? Ah ben c'est bien parce qu'ils se sont vidés, ils ont dit un peu, je dis oui d'accord, et après? C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un savoir à extraire de la pratique, et en ce sens, la formation a de beaux jours devant elle. C'est-à-dire que, en ce sens, les formateurs, ils ont vraiment ce travail à faire, qui est de faire analyser ce que la pratique révèle comme savoir, hein, et voir comment ces savoirs peuvent être réintégrés dans les situations professionnelles. Ça suppose quand même de travailler très concrètement sur les situations professionnelles et de ne pas seulement travailler sur des principes généraux de on va, par exemple, moi je travaille en ce moment dans les crèches, on va s'occuper des enfants, alors la psychologie des enfants, c'est très bien, mais concrètement, quand un enfant mort, qu'est-ce qu'on fait ici, maintenant, dans la crèche? Voilà. Et ça, et qu'est-ce qu'on tire de ça comme savoir? Alors, comment on fait pour que la situation où l'enfant mort devienne un vecteur de formation voilà. des assistantes maternelles, de l'encadrement? Donc c'est ce qu'on pourrait appeler former à partir des cas ou former à partir des situations. Il y a un très beau livre sur penser à partir des cas ou des situations, c'est-à-dire en quoi, dans la situation dès qu'on regarde le travail, on est un peu mal. En quoi, dans la situation professionnelle, il y a des savoirs de l'action, il y a... C'est moi ? Bon. Il y a des savoirs de l'action, et comment ces savoirs de l'action, on les confronte à un certain nombre de savoirs disciplinaires, on les travaille et on voit ce qu'on peut en faire. Donc je pense que il ne faut pas perdre de vue que la formation, ça sert aussi à apprendre, hein, et à apprendre pour les situations professionnelles que l'on va rencontrer. Donc ça, je crois que c'est un point qui est important. Il ne faut aussi pas perdre de vue que le travail, c'est aussi... on ne travaille jamais seul. On travaille avec les autres et pour les autres, et que souvent la formation, elle a tendance à peut-être penser que c'est la somme des individualités qui fera le collectif. Non, ce n'est pas ça. Et qu'il faut apprendre, et ça, il faut vraiment penser la formation sous un angle collectif. Puis après, je pense aussi, on ne l'a peut-être pas dit ce matin, mais je crois que c'est quelque chose de très important aussi, il faut aussi penser que le travail soit opérateur de santé, c'est-à-dire qu'il faut aussi penser que le travail, ça me permet d'être bien, de penser bien, de pouvoir dire au fond ce qui me gêne, ce qui me rend malade par moment, pour voir comment aussi on apprend de cela et on en tire un certain nombre de conclusions dans l'action. Donc voilà, c'est l'ensemble des choses que je pourrais dire là-dessus. Donc je pense que la formation a encore une place si elle se greffe davantage sur les situations de travail pour les théoriser. Voilà. Merci à tous les trois, merci à Bernard, merci à Anne-Lise, merci Nathalie de votre participation à cette table ronde.